Bien, le silence se fait, donc je pense qu'on va pouvoir commencer, ouvrir cette journée. Donc, je suis Nathalie Marceau-Hamel, la directrice de l'ENSIB. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, élèves, étudiants de l'ENSIB et participantes qui nous rejoignaient peut-être également à distance sur la chaîne YouTube de l'école. Je suis toujours très heureuse d'accueillir à l'ENSIB nos éditions de la journée All Inclusive, accès aux livres et à la lecture inclusive. Comme chaque année, cette journée va être l'occasion de croiser les regards, de partager des expériences, de diffuser des bonnes pratiques entre acteurs du livre, des bibliothèques, de l'accessibilité. La matinée va donner la parole à des lecteurs, des professionnels, des institutions engagées aussi dans l'accessibilité du livre et de la lecture. Et l'après-midi, quant à elle, sera dédiée à la découverte de livres et d'outils adaptés au plus près, en tout cas nous l'espérons, des usages et des besoins. Alors, je souhaite bien sûr saluer notre partenaire, sans qui rien ne se ferait, la Fédération des aveugles et amblyopes de France, et remercier chaleureusement son président, qui n'est pas là aujourd'hui, Bruno Gendron, et Luc Ratajac, administrateur, pour leur engagement à nos côtés. L'ENSIB est particulièrement attaché à ce rendez-vous annuel, je le dis chaque année, mais c'est sincère, qui met en lumière les enjeux de l'accessibilité du livre et de la lecture. L'établissement tente de porter ces enjeux auprès de ses personnels, de ses étudiants et de ses élèves, mais aussi des communautés professionnelles des bibliothèques et de la documentation qu'elle dessert. Alors notre ambition est claire, poursuivre le chemin déjà parcouru par étapes et renforcer nos efforts pour informer, former les professionnels et futurs professionnels aux évolutions stratégiques et réglementaires, en leur donnant les moyens d'agir le plus concrètement possible en faveur de l'accessibilité. Alors, nous tentons d'y parvenir à travers nos missions de formation initiale et continue, recherche, diffusion des savoirs professionnels scientifiques, je pense notamment aux mémoires de nos élèves, de nos étudiants et étudiantes, ainsi qu'aux publications des presses de l'ENSIB. Il y a certains titres qui concernent l'accessibilité en général. L'ENSIB s'engage à travers les presses de l'ENSIB justement avec la plateforme Platon de la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur. Et grâce à ce partenariat, l'ensemble du catalogue des presses est progressivement mis à disposition des publics empêchés. Les titres publiés entre 2022 et 2024 ont déjà été transmis et les ouvrages parus entre 2015 et 2021 le seront prochainement. L'année 2025 marque aussi une étape importante pour l'établissement et j'ai vraiment plaisir à le réannoncer aujourd'hui. Un arrêté publié au journal officiel du 17 juillet dernier a inscrit l'ENSIB parmi les organismes habilités à produire et diffuser des documents adaptés au titre de l'exception handicap au droit d'auteur. Et c'est la bibliothèque de l'ENSIB, dirigée par Anna Matraban, qui est en charge de cette mission au sein de l'ENSIB. Ça confirme notre engagement et nous confère aussi une responsabilité nouvelle dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Nous avons par ailleurs bénéficié du soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour développer une programmation plus inclusive, notamment grâce à la sollicitation d'interprètes en langue des signes française et à la mobilisation prochaine d'étudiants et d'étudiantes ambassadeurs accessibilité numérique. C'est un sujet sur lequel à l'ENSIB nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Je le dis humblement. Cette journée s'inscrit donc pleinement dans la démarche de responsabilité sociétale et environnementale de l'ENSIB. Elle bénéficie pour la deuxième année consécutive d'un dispositif de traduction en langue des signes française et d'une transcription simultanée des interventions, même si nous savons que ce dispositif, en tout cas la transcription simultanée numérique, est perfectible. Je remercie chaleureusement l'ensemble des intervenantes, des intervenants, représentants du ministère de la Culture, éditeurs, associations, professionnels des bibliothèques, d'avoir accepté de participer à cette journée. Merci également, bien évidemment, aux équipes d'organisation de la Fédération, Cathy Durand, Fernando Pinto da Silva, Anna Pereira, et de l'ENSIB, Ilyes Gersa et Anna Matraban, ainsi qu'aux interprètes en langue des signes française qui nous accompagnent ce matin. Et je termine toujours par un remerciement spécial aux équipes support de l'ENSIB, logistique, informatique, qui sont mobilisées aussi pour la réussite de cet événement.
Je vous souhaite à toutes et à tous une journée d'échange stimulant, discussion fructueuse. Et je cède maintenant la parole à Luc Ratajak, administrateur de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, en charge, je crois, du pôle accessibilité et usage numérique. Alors, merci madame. Moi, je suis administrateur référent numérique pour la fédération. Donc, je suis trompée un petit peu dans votre intitulé. Pardonnez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, merci en tout cas de m'accueillir et de me permettre de m'exprimer en nom et place de Bruno Gendron, qui est donc le président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues et chers partenaires, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'ENSIB pour cette nouvelle édition de la journée All Inclusive, l'accessibilité de tous à la lecture. Alors, juste une petite aparté, je suis moi-même déficient visuel, donc j'utilise un téléphone portable avec une police très très grande. C'est juste pour vous faire remarquez que Madame Marcereau, elle, a une vue correcte, donc elle a une feuille de papier. Et moi, qui suis déficient visuel, j'utilise des outils numériques. Même si aujourd'hui, l'outil numérique, il ne sera peut-être pas dans le champ des discussions, mais bon, c'est quand même important de vous le signaler. Donc, je vais continuer mon propos en lisant mon texte. Donc, la lecture pour tous. Bon, donc, alors je vais quand même reprendre mon propos. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Madame Marcereau, directrice de l'ENSIB, pour son accueil et son mot de bienvenue, d'introduction, ainsi que l'ensemble des équipes de l'école de l'ENSIB pour leur implication dans la préparation de cet événement. Cette collaboration fidèle et engagée depuis de nombreuses années contribue largement à la réussite de cet événement qui est devenu, au fil des années, un rendez-vous attendu et précieux pour nous tous. Je souhaite également, comme l'avait dit tout à l'heure Madame Marcereau, excuser l'absence de Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles de France, qui était pas disponible aujourd'hui, et que je représente. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir, en tant que référent administrateur de la fédération, mais aussi en tant que lecteur usager, d'échanger avec vous pour vous faire part aussi de mes sentiments par rapport au programme de cette journée. Car en tant que lecteur usager, je suis donc un grand lecteur auprès de la médiathèque de Narbonne, puisque je suis originaire de cette région. Et j'utilise plusieurs outils pour pouvoir lire. J'utilise bien sûr le livre papier, à caractère agrandi, le livre audio en utilisant principalement un appareil type Victor, et aussi la lecture numérique au moyen d'une liseuse adaptée. Donc, bien sûr, le livre numérique est devenu un outil très important maintenant dans notre monde actuel pour les personnes en situation de handicap. Mais le programme d'aujourd'hui, d'ailleurs, nous le prouve, il est très important de ne pas négliger les personnes qui n'utilisent pas ces outils et donc de pouvoir apporter à tout le monde des moyens de pouvoir lire, de se cultiver et d'avoir déjà le plaisir de lire. Donc la lecture papier, tous les autres supports possibles qui ne sont pas numériques sont très importants et nécessaires pour que le maximum de personnes puissent être usagers des médiathèques, des bibliothèques et aussi de la culture en général. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder puisque le but de la journée, c'est pas d'échanger entre Madame Marcereau et moi-même. Je vous souhaite tous une journée chaleureuse, inspirante et pleine d'échanges entre professionnels, usagers et intervenants divers et variés. Merci beaucoup.
Alors, je me présente, je suis Fernando Pinto da Silva, je travaille pour la Fédération des aveugles et amblyopes de France, au sein du pôle accessibilité et usage numérique de notre fédération. Sur ma fiche de paye, il y a écrit expert usage numérique. J'ai toujours l'impression d'être dans le syndrome de l'imposteur en le disant publiquement, mais je vais quand même l'assumer. On s'intéresse effectivement beaucoup aux questions du livre et de la lecture au sein de notre fédération. On a un groupe qui fédère un certain nombre de nos associations membres et de nos structures membres autour de ces sujets. Et si je fais ce lien à la fois pour me présenter, c'est aussi pour naturellement installer cette première table ronde. On a une panéliste qui est en galère dans les transports. J'ai eu un message. Ah, bah elle est là. Bah viens, viens, Karine. Donc voilà. Donc on a une panéliste qui arrive, donc qui est Karine Garnier. On aura également Aurélie Autier avec nous et François Rétival également. Et on va vous parler des usages. Alors pourquoi une table ronde sur les usages quand on commence une journée accès au livre et à la lecture inclusive ? Eh bien, parce qu'en réalité, ce qu'on constate très régulièrement, c'est que on parle beaucoup des usages des publics empêchés de lire, des publics en situation de handicap, mais bien souvent, et y compris dans les professions qui s'intéressent aux questions de l'accès au livre et à la lecture, les gens ne savent pas forcément comment on cherche à s'emparer d'un livre quand on a un handicap, qu'est-ce qu'on cherche, comment on lit en définitive. Et donc, pour ce faire, on a tenu à démarrer cette journée en ayant des témoignages avec différentes perspectives. Alors, on avait pensé à un moment donné peut-être essayer d'avoir la présence aussi de jeunes lecteurs, mais c'est vrai que le vendredi matin ne s'adapte pas forcément à ce type de témoignage. Donc on a essayé de trouver d'autres astuces pour avoir ces paroles. Mais sans plus tarder, je vais donner la parole à Aurélie Autier, qui va nous parler des besoins et des envies des publics sourds en matière de lecture. Bonjour à toutes. D'abord, je remercie M. Fernando da Silva de m'avoir invité à témoigner. Je suis très heureuse de me présenter. Aurélie Autier. Je suis sourde de naissance et porteuse de 2 implants cochléaires. Je m'exprime à l'oral en langue des signes française et en langue française parlée complétée. Je m'adapte en fonction de mes interlocuteurs. Diplômée éducatrice spécialisée et également éducatrice de jeunes enfants. Je travaille actuellement en tant qu'auto-entrepreneur dans les médiathèques pour les ateliers parents bébés signes. Je continue des interventions dans des écoles pour parler du handicap et notamment de la surdité. Je mets en place des actions concrètes pour la sensibilisation. Est-ce que ça va pour vous? Super, je continue. Avant d'aborder l'accessibilité des bibliothèques et médiathèques pour les publics sourds et malentendants, je voudrais d'abord présenter les différents types de surdité ainsi que les modes de communication. Méconnu du public, la surdité est un handicap invisible qui touche à divers degrés plus de 5 millions de Français pénalisés dans la vie de tous les jours par des difficultés de communication et pour beaucoup en échec scolaire, universitaire et professionnel. La population sourde
et française et hétérogène. Il trouve les sourds de naissance, les devenus sourds, les malentendants, les personnes appareillées et implantées, et celles qui ne le sont pas. Les sourds signants qui pratiquent la langue des signes française, les sourds oralisants, les sourds qui utilisent la langue française par les complétés. En réalité, le mot de des sourds et malentendants est très diversifié. Il est important de bien connaître ces différences s'il veut comprendre les singularités du public sur un bibliothèque peut permettre l'adaptation des besoins pour l'accessibilité des services. Je souhaite aborder rapidement les degrés de surdité et leur origine. Il se classait c'est le nombre de décibels nécessaires pour percevoir les sons. On commence par la surdité légère, entre 20 et 40 décibels. Ça veut dire que certaines répétations, c'est difficile à suivre, surtout si la voix est faible. Ensuite, la surdité modérée, entre 40 et 70 décibels. L'échange nécessite souvent de faire répéter ou de lire sur les lèvres. Après, la surdité sévère, entre 70 et 90 décibels, sont les voix fortes ou très proches, perdues. Et enfin, la surdité profonde, plus de 90 décibels. La personne est considérée comme sourde, donc la communication orale devient très difficile sans aide technique. C'est le cas des appareils auditifs où les implants cochléaires permettent de restaurer une partie de l'audition et de mieux distinguer les sons du langage. Les causes de la surdité peuvent être très variées. Ça peut être les vieillissements, les traumatismes sonores qui proviennent des travaux, des explosions, des cancers, etc. Ensuite, les causes génétiques. Certaines surdités se présentent dès la naissance. Ça peut être des malformations ou une transmission héréditaire, comme moi. Ensuite, les causes acquises comme les infectieux, accidents, médicaments ou maladies du système nerveux auditif. En parlant des modes de communication utilisés par le public sourd, c'est très varié. Mais attention, on ne dit pas sourd-muet, malheureusement utilisé, mais on dit simplement personne sourde ou malentendante. Voilà. On séduit par le port des prothèses auditives ou le port des implants cochléaires. Nombre de sourds parviennent à entendre et à oraliser convenablement. Pour les sourds non oralistes, il existe un mode de communication comme la langue des signes française. C'est une langue française à part entière et l'un des piliers de l'identité sourde, de la culture sourde. Elle associe un signe à un mot. Quant à la langue française parlée complétée, c'est la langue qui existe depuis les années 80. Qui peut permettre la compréhension de la lecture labiale avec le code. Il s'agit d'accompagner les mots prononcés par une représentation
besoin de naître en écrivant un syllabe par syllabe. Il existe aussi d'autres modes de communication utilisés par les personnes sourdes ou malentendantes, comme la lecture labiale qui permet de lire sur les lèvres. Cette méthode nous permet de réceptionner qu'environ 40% du message. Tout comme l'oralisation, la lecture labiale doit s'apprendre avec l'orthophoniste et très fatigante si elle doit être continue. Si tu souhaite rappeler que la prise en compte des publics sourds et malentendants des bibliothèques est récente pour plusieurs raisons. La première tient à la difficulté de cibler de tels publics. Il ne faut pas oublier que la surdité est un handicap invisible. Il faut bien reconnaître que les personnes sourdes et malentendantes ont le plus souvent connu des difficultés dans l'apprentissage de la lecture et dans la familiarisation de la culture entendante. C'est sans doute deux des raisons principales pour lesquelles les bibliothèques et les sourds se notent ignorés. Pour que les besoins des personnes sourdes et malentendantes soient améliorés, les points peuvent être proposés. Les bibliothèques doivent être équipées d'avertisseurs lumineux pour alerter les personnes sourdes en cas de problème ou de situation d'urgence. Elles doivent être équipées d'un peu d'éclairage général pour permettre aux personnes sourdes de lire et communiquer clairement. Elles doivent être équipées de moyens techniques favorisant la communication entre les personnels de la bibliothèque et les publics sourds et malentendants. Elles doivent afficher la signalétique s'adressant aux personnes sourdes grâce à la présence des logos ou de pictogrammes de référence, c'est-à-dire oreilles barrées, mesure de la boucle magnétique ou l'usage de la langue des signes s'il y a lieu. Ensuite, proposer un rayon au thème de la surdité, livre sur la culture sourde. Proposer des vidéos sous-titrées et en langue des signes par des tablettes, des smartphones, ordinateurs pour permettre d'avoir gratuitement une transcription ou une traduction en langue des signes française. Et aussi former le personnel au base de la langue des signes. À Paris, il y a 5 bibliothèques de la ville de Paris qui sont labellisées Paul Sourd. Alors, je vais citer la médiathèque de la Canopée, la Fontaine, située à Paris 1er. Ensuite, la bibliothèque Malraux, située à Paris 6e. Après, la bibliothèque Louise Valizet-Caillard, anciennement Chaptal, située à Paris 9e. Après, la bibliothèque Saint-Éloi, située à Paris 12e. Et enfin, la bibliothèque Fayard, située à Paris 19e. Tout le personnel de ces bibliothèques est formé pour accueillir le public en langue des signes française. Ces bibliothèques proposent des animations bilingues en langue des signes, en français oral. On peut proposer des heures de code, spectacles, conférences, expositions. Elle accueille également des groupes scolaires sourds ou malentendants. Et ce pôle sourd a pour mission de proposer au public
un accueil en acte et signe et de donner accès à des suffrages en lien avec la sûreté, la acte et signe et pour les pollutions organiques également des événements, des projections, des rencontres avec des interprètes. La bibliothèque est également abonnée à Mediapi. C'est une plateforme d'information accessible en langue des signes. À Lyon, il existe un accueil en langue des signes assuré à la médiathèque de Feld, située à Lyon 9e. Il s'agit d'une personne entendante qui connaît la langue des signes. Voilà, c'est tout ce que je voulais témoigner et proposer des idées. Je crois que ce sera tout. Merci beaucoup Aurélie, merci pour ce témoignage et qui en plus nous a permis, je pense, pour beaucoup d'entre nous de mieux comprendre ces besoins et de mieux comprendre aussi ce qu'on connaît ou ce qu'on connaît peut-être un peu moins autour de la surdité. Je me tourne maintenant vers Karine Garnier, qui va attraper un micro si... Oui, bien sûr. Voilà, merci. Merci Aurélie. Alors Karine, toi tu es aveugle. C'est ça. Et parle-nous un peu de tes pratiques de lecture, puisque tu lis. Oui, je lis et je lis de différentes manières. Alors, je lis en braille numérique, c'est-à-dire que j'ai une petite plage braille. Je présume que tu en as une devant toi, Fernando. Si J'en tu ai veux une la que je montrer. n'arrête pas de tripoter depuis Voilà. tout à l'heure. Voilà. Donc, je peux lire en braille. Alors, c'est des fichiers qui sont spécialement conçus pour ça, qu'on trouve sur la bibliothèque EOL, qui est une bibliothèque nationale, et également sur la plateforme abc.org, où on trouve plein de choses. C'est quoi ABC, s'il te Alors, plaît? abc.org, c'est Accessible Books Consortium, je crois. Et il y a pas mal de bibliothèques de pays étrangers qui sont inscrits. On peut trouver vraiment des bouquins dans toutes les langues. Et notamment au format BRF, qui est un format qui est lisible sur nos petites plages braille, qui sont l'équivalent de petits ordinateurs, on va dire, avec un traitement de texte vraiment très, très, très minimaliste. Mais ça nous permet de lire en braille et ça c'est chouette, parce qu'il faut pas perdre ça, le braille, surtout que c'est les 200 ans du braille cette année. Donc, il y a d'ailleurs un événement organisé prochainement, tout à fait, à la fin du mois. Le 30 octobre, ouais, le 30 octobre exactement, il y a un événement autour du braille qui aura lieu à Villeurbanne au CCVA, qui est le centre, je ne sais plus c'est quoi l'autre C, centre culturel voilà, de la vie associative de Villeurbanne, Cour-Émile Zola. Voilà, donc de 15h à 19h avec un spectacle. On aura une intervention de Noël Roy qui a écrit un bouquin sur Louis Braille très récemment. Alors pour enchaîner justement, je viens de lire ce livre. Ce livre, je l'ai lu via une plateforme numérique, parce que j'ai acheté le bouquin sur Cultura. Et je l'ai lu via une plateforme numérique qui s'appelle Vivelio, alors qui n'est pas super accessible. Bon, je m'en suis sortie. Mais par exemple, je ne peux pas, quand je lis un livre, je ne peux pas en sortir. Je suis obligée de quitter l'appli pour revenir sur la page d'accueil. Et quand tu dis que tu l'as lu, c'est-à-dire que tu l'as lu en braille? Alors là, je l'ai lu en audio. J'étais avec mon téléphone et je l'ai lu avec la synthèse vocale du téléphone. L'audio est un autre mode de lecture que je pratique régulièrement aussi. La synthèse vocale, le lire avec une synthèse vocale, ça ne me dérange pas. Bon, en fait, on a tellement l'habitude. Moi, je suis non-voyante de naissance. Et je pratique la synthèse vocale depuis une bonne trentaine d'années, on va dire. Mais alors, c'est quoi une synthèse vocale? Alors, une synthèse vocale sur un téléphone, c'est la voix de VoiceOver sur iPhone et de TalkBack sur Android. C'est une voix qui va vous lire ce qu'il y a affiché à l'écran. C'est quoi VoiceOver et TalkBack? VoiceOver et TalkBack, ce sont ce qu'on appelle les lecteurs d'écran. Et c'est quoi un lecteur d'écran? Un lecteur... Il me saoule. Ah oui, mais moi je fais monsieur je ne sais pas, parce que je pense qu'il peut y avoir des gens dans cette salle et à distance qui ne savent pas. Voilà, comme je disais, c'est une voix qui va lire, une voix, d'abord une voix ou un afficheur braille, parce qu'on peut coupler également un afficheur braille, qui va vous lire ce qui est à l'écran. Voilà, donc si je suis avec mon sur Vivelio, par exemple, ça va me lire la page du livre ou le chapitre qui est à l'écran. Et aujourd'hui, il y a des lecteurs d'écran et des voix de synthèse sur tous les téléphones, en fait. Tout à fait. C'est natif. Voilà. Je vais lire également des livres du commerce, là via une application sur mon smartphone également.
Alors ces livres, je vais systématiquement les accélérer. Bah, pourquoi? Pareil, par habitude. Autrement, je trouve que ça traîne, c'est trop lent. Donc ça ne me convient pas. Donc j'ai tendance à accélérer. Qu'est-ce que je vais écouter d'autre? Qu'est-ce que je vais lire d'autre? Justement, si on retourne sur la lecture, donc on voit les modalités de lecture, c'est-à-dire du braille, et donc dans ton cas numérique, donc Oui. avec un appareil, Tout à fait. peut-être assez peu de papier, si j'ai compris, du coup. Ah, je n'ai pas lu de livre papier depuis 1994. Ah oui, c'est bien daté, ok. Oui. Parce que j'étais à l'hôpital, c'est pour ça que je m'en rappelle. Okay. Pas mal de choses en voie synthétique. Oui. Tu citais EOL, tu Oui. citais la plateforme de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, donc qui est ABC. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu trouves facilement des livres pour les lire sur tes appareils, que ce soit ton téléphone ou ta machine braille? Alors, j'avoue que je ne cherche pas plus loin que ça, parce qu'il y a déjà pas mal à faire. Bah, parce que j'estime que j'y trouve mon compte. D'accord. Ouais, j'y trouve mon compte. Vraiment. Et je crois ne pas dévoiler un grand secret en disant que tu as des pratiques musicales aussi? Tout à fait. Donc je lis les partitions braille. Maintenant, aujourd'hui, j'ai quand même 40-50 pianos dans les mains. Donc aujourd'hui, je vais plus vite avec mes oreilles qu'avec les partitions. Dans tous les cas, de toute façon, il faut que j'apprenne par cœur. Donc je préfère privilégier, on va dire, la pratique par l'oreille plutôt que par les partitions. Alors, le titre de la journée, c'est l'accès au livre et à la lecture. Donc, on a déjà beaucoup parlé de livres, mais on sait tous que si on élargit un peu les concepts, la lecture, c'est aussi accéder à la presse. En ce moment, on est quand même bien dans cette idée de se tenir un peu au courant de tout ce qui peut se passer dans différents domaines. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est accessible? Comment tu pratiques ça aujourd'hui, par exemple? Alors, j'avoue que là encore une fois, je vais à la facilité. Il y a Google Actualité qui fait quand même bien le boulot, qui défriche pas mal. Après, il y a des choses qui sont accessibles gratuitement via ce qu'on appelle le localisateur, qui est une application qui centralise pas mal de choses pour les personnes déficientes visuelles, dont des articles de presse. Et il y a notre bibliothèque municipale de Lyon qui nous propose également une plateforme numérique bien fournie, où on a 3 accès à la presse. Il y a une application qui s'appelle Caféine. Qu'est-ce qu'on a? On a Mediapart et Europresse. Donc déjà, avec ça, il y a largement de quoi faire. Alors, j'avoue, Caféine a été un peu testé. Apparemment, c'est plutôt pas mal. Mediapart, on atterrit sur le site de Mediapart, donc là, ça va aussi. Europresse, j'avoue que je n'ai pas testé. Mais oui, on a aujourd'hui, quand même, justement, grâce au numérique, on a un accès à la presse qui est bien plus aisé que, je sais pas, il y a 20 ou 30 ans quand on a fait nos études, toi et moi. Mais alors du coup, on entend quand même régulièrement cette idée de dire que finalement le numérique tue le braille? Non, puisque le braille peut être utilisé dans le cadre numérique. Alors c'est vrai que la synthèse, ça nécessite pas de matériel particulier, puisqu'on a un ordi ou un smartphone. Maintenant, il y a des petites plages braille qui existent, qu'on peut emmener partout. Voilà. Maintenant, c'est vrai que tout le monde ne pratique pas le braille, effectivement. À la synthèse, on a accès à pas mal de choses, mais bon, pour avoir le côté orthographe, la ponctuation, tout ça, moi, je sais que je suis une inconditionnelle du braille, donc non, moi, je m'en passerai pour rien au monde du braille. Et je pense pouvoir dire, sans trop tromper, qu'il n'y a jamais eu autant d'offres en livre audio du commerce, par exemple. On voit même des plateformes de streaming comme Spotify qui lancent des abonnements, qui incluent des titres. On a Audible depuis un moment. Toi, du coup, c'est quelque chose auquel tu recours pas du tout? Non, parce que j'estime que j'ai assez en bibliothèque. Bon, j'avoue, je pratique un peu le téléchargement sur YouTube aussi. Mais j'ai mon abonnement, j'ai un abonnement premium. Sur YouTube, on peut trouver des livres audio aussi. D'ailleurs, j'ai lu, c'était quoi? C'était Les Cerfs-volants de Kaboul, lu en anglais par l'auteur. Et je trouve que des fois, c'est plutôt pas mal. Je suis tombée dessus complètement par hasard. Et non, j'avoue que j'achète peu de livres et j'ai pas d'abonnement streaming. Les plateformes de bibliothèque m'offrent déjà suffisamment. J'ai pas le temps en plus. J'ai pas le temps de chercher. Tu es comme 16% des Français.
tu fréquentes les bibliothèques? Ouais, alors essentiellement numérique, j'avoue que j'y vais pas beaucoup. J'y vais de temps en temps pour des animations, mais je fréquente pas beaucoup les bibliothèques, j'avoue, physiquement. Merci beaucoup. On va du coup donner maintenant la parole à François qui travaille à la cité scolaire René Paulet, professeur documentaliste. C'était pour nous une façon de faire un pas de côté en proposant à un professionnel de parler des pratiques, notamment auprès des enfants, puisqu'il était difficile aujourd'hui d'avoir des enfants, des jeunes parmi nous pour des raisons évidentes d'horaire. Alors François, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien au sein de cette cité scolaire? Oui, tout à fait. Merci Fernando. Je remercie d'ailleurs les Aveugles de France pour l'invitation, ainsi que la NPEA et l'accueil de l'ENSIB. Effectivement, par rapport à ce type d'établissement que je vais resituer, qui est à Villeurbanne, qui s'appelle la Cité scolaire René Paulet, qui porte un autre nom, ce qui porte parfois un petit peu à confusion, parce qu'on a un peu de difficulté à identifier l'établissement. D'autre part, il est petit. C'est aussi, en plus de la Cité scolaire René Paulet, c'est l'établissement régional d'enseignement adapté pour la déficience visuelle, historiquement. Donc il y a ces deux noms. Donc ce n'est pas forcément facile à identifier. Pour l'établissement lui-même, il est composé d'une école, d'un collège, d'un lycée professionnel, dans lequel nous avons 2 filières professionnelles en électricité, en gestion administration, et il y a également 3 CAP, que dis-je, 6 un CAP horticulture, un CAP jardinier paysagiste, un CAP vannerie, un CAP canage, historiquement aussi lié à la déficience visuelle, de par l'orientation de certains élèves à un moment donné. Il y en a moins d'élèves déficients visuels, notamment sur la section vannerie, et également un CAP de restauration. Et en plus, un BTS correspond à gestion administration. J'ai plus le terme en tête puisque les intitulés de BTS évoluent, on va dire, tous les 6 mois quasiment. Je caricature un petit peu. Plus un collège où nous avons 40 élèves, en gros, déficients visuels, non-voyants, malvoyants, et une école avec 15-20 élèves également déficients visuels. La concentration des élèves déficients visuels sont sur l'école et le collège. Au lycée professionnel, c'est vraiment à la marge. C'est 2-3 élèves actuellement, des anciens du collège, d'autres qui reviennent sur des sections professionnelles. Donc c'est concentré sur le collège. Pour en tout 220 élèves. Donc c'est une cité scolaire multi-activité, je dirais, avec de l'ordre de 25% d'élèves déficients visuels concentrés sur le collège. Donc ça aussi, ça joue énormément. Et il y a une évolution très particulière de l'établissement qui fait qu'on se retrouve, là je parle aussi à titre personnel, mais on se retrouve aussi avec des élèves qui peuvent avoir des troubles associés au collège en plus de la déficience visuelle, troubles associés ou non, qui sont dans le spectre de l'autisme ou non, mais ce type d'élèves, on le retrouve beaucoup au lycée professionnel, car il faut effectivement de plus en plus accueillir des élèves, de par l'inclusion, et effectivement, de par la loi de 2005, mais on a une concentration d'élèves, enfin concentration, j'aime pas ce terme, mais d'élèves que l'on accueille qui ne peuvent plus relever quelque part du milieu ordinaire, et on devient de plus en plus une cité scolaire un peu spécialisée, plus qu'adaptée. Donc là, ça pose de multiples questions, aussi pour favoriser l'accueil de ces 2 types d'élèves, qu'ils soient déficients visuels ou qui ont d'autres troubles. En tous les cas, pour revenir à la question de Fernando par rapport à la lecture, c'est effectivement très hétérogène et en même temps, c'est une grande gymnastique. Je parle sur le collège, puisque moi j'interviens sur les 2, on accueille tout le monde, j'allais dire, évidemment. Et en termes de lecture, eh bien, pour reprendre des éléments que j'entendais précédemment, je parle de gymnastique parce que c'est aussi une gymnastique sur les supports, sur les besoins et sur les activités des élèves. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect purement pédagogique qui est lié au programme, sur les différentes disciplines d'une part. Et puis il y a l'aspect, pour revenir un petit peu à ce qu'on entendait précédemment, sur la lecture plaisir, sur l'accueil, sur la bibliothèque, sur
le goût, l'envie de la lecture. Et ça, c'est assez complexe en règle générale dans les établissements, qu'ils soient ordinaires ou non. Je dis bien ordinaire entre guillemets, parce que pour moi, je considère que je suis dans un établissement ordinaire, quelque part, par rapport même au handicap, qu'importe. On accueille de manière indifférenciée, mais on est obligé de différencier ensuite. À savoir qu'effectivement, pour la lecture, pour aller très vite, je parlais des supports. Nous avons des élèves qui vont avoir besoin de supports audio, d'autres du support en braille papier, en braille intégral pour la majorité, un ou deux en braille abrégé, d'autres qui vont être, je le dis peut-être en audio ou sur Internet ou avec une bibliothèque de CD audio qui fonctionne toujours bien parce qu'on trouve des éditions qu'on ne trouve pas sur Internet, même en ligne. Je veux dire, en termes de littérature qui est lue par des comédiens, notamment. Donc ça, c'est une grande richesse. Et en même temps, il faut avoir des livres pour les 10, des livres Falk, comme on dit aujourd'hui, des livres en noir agrandis selon différentes polices, avec effectivement des limites. Parce qu'on va rarement, je peux me tromper, mais en termes de production éditoriale, on va rarement au-dessus de 25, en termes de police, Arial, Verdana ou Luciole. Ce qui fait qu'on ne peut pas tout avoir, évidemment. Mais l'idée, c'est aussi de proposer aux élèves une proposition, pour le coup, de support sur du même document, du même livre, dans des supports différents. Pour qu'il y ait une égalité de traitement, je dirais, lorsqu'ils travaillent ou qu'ils lisent le même livre. Parce que ça reste des ados, et certains disent « Ah oui, mais pourquoi vous ne l'avez pas en noir? Celui-là, il est en braille, c'est pas juste, etc. » Donc, c'est constituer des petites collections pour que tout le monde partage la même chose au même moment, pour pouvoir échanger ensuite, tant au niveau du programme par rapport au programme de français, de lettres, mais également d'autres disciplines, évidemment, en histoire notamment, mais également sur la lecture plaisir et sur l'incitation, inciter les élèves à lire. Alors là aussi, c'est très hétérogène d'une année à l'autre. On a effectivement, une fois de plus, c'est l'hétérogénéité sociale et aussi de troubles associés qui fait qu'on peut avoir des élèves, on va dire, privilégiés, qui sont pris en charge médicalement, familialement, socialement, où il n'y a aucun souci, mais qui ne sont pas forcément lecteurs parce que leurs réseaux, j'allais dire, sont ailleurs. Ils n'en ont plus besoin au CDI. Quand tu dis ils n'en ont plus besoin, est-ce que tu peux expliciter Alors ça? quand je dis ils n'en ont plus besoin, ils en ont toujours besoin. La lecture, je dirais, on en a toujours besoin. Ils en ont besoin, mais ils sont moins friands puisqu'ils ont déjà une prise en charge de ce point de vue-là, intellectuelle et sociale. Et pour autant, certains ont toujours faim, même pour des élèves plus privilégiés. Donc ceux-là, on les nourrit, entre guillemets, bien entendu. Et pour des élèves qui ont plus de difficultés pour aller très vite, je schématise social ou autre, on retrouve les deux cas de figure aussi, des élèves qui sont très très en demande, et ça fonctionne très bien, et d'autres qui sont, comme on utilise ce terme régulièrement, que moi j'aime pas trop, mais qui sont éloignés de la lecture. Mais ils ne sont pas éloignés de la lecture quand on parlait du numérique. Pour certains qui sont en agrandi ou même en braille, qui ont des dispositifs, pour ceux qui ont des téléphones, pour lire d'autres manières, quelque part, c'est des formes de lecture plus succinctes, évidemment, qui ne concernent pas directement la littérature, pour donner le terme général, mais ils sont quand même dans des activités de lecture, et c'est bien là-dessus où il faut rebondir pour les capter. Donc, ce qui fait que c'est effectivement, au bon sens du terme, quand des élèves viennent lire au CDI, c'est super intéressant, mais c'est un grand cirque, dans la mesure où il faut répondre à tous ces besoins, et effectivement, l'audio ressort quand même pas mal. Mais pour autant, et là c'est une question en même temps que je pose, étant voyant, je ne me permettrai pas de parler à la place de non-voyants, de nos élèves en particulier. Malheureusement, on ne pouvait pas en faire venir aujourd'hui, peut-être une prochaine fois. J'ai dû louper un truc là. Pour autant, c'est à la fois un constat et une question, en discutant aussi avec des collègues profs non-voyants, braillistes, profs de braille notamment. Il est important, il faut bien considérer que c'est des adolescents, donc je parle du collège, entre 11 et 15-16 ans. Certains sont courants, j'allais dire en braille, évidemment, d'autres ne le sont pas. Certains le sont dès la fin du primaire, arrivent en 6e sans aucune difficulté. Par rapport au braille, ils sont en plein dedans, évidemment. D'autres ne le sont pas avant la 3e, ils sont en transition,
compte tenu de multiples facteurs médico-sociaux, j'allais dire, qui fait qu'il faut répondre un peu à tout ça, et que le braille papier reste une nécessité, effectivement, pour l'apprentissage de la lecture, et que le rapport au livre, le rapport au papier, est-ce qu'il est le même que nous, voyants? Il existe, j'en parlais encore hier avec ma collègue prof de braille, c'est une nécessité absolue. On ne peut pas forcément les passer au numérique tout de suite, quelle qu'en soit la forme. Donc c'est une gymnastique entre tout ça, et proposer aussi toujours avoir des collections de livres braille papier ou agrandis. On ne peut pas tout avoir, on n'a pas la place évidemment. Je pense notamment au braille intégral évidemment. Est-ce qu'on peut préciser, parce que je pense qu'il y a une partie de l'assistance qui n'a peut-être pas à l'esprit ce que c'est que le braille intégral et le braille abrégé? Ah oui, alors sur le fait que tu l'expliqueras sans doute mieux que moi, par rapport au braille intégral. En fait, le braille intégral, pour faire court, c'est une lettre est égale à un symbole sous nos doigts, alors que l'abrégé, c'est une sténographie qui permet de compacter finalement l'écriture. Pour donner un exemple, par exemple, considérablement, on ne va pas l'écrire tel quel, chaque lettre, mais on va écrire CDM, et on sait que CDM, c'est conventionnel, ça veut dire considérablement. Donc c'est ce qui permet notamment de gagner un peu de place quand on a, comme le disait François, besoin de stocker du braille, notamment papier, en vue des apprentissages, par exemple. Voilà, c'était juste pour expliciter, parce que comme on dit depuis tout à l'heure, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ces concepts-là. Pardon, excuse-moi. Oui, tout à fait. Et par rapport au braille papier, si je prends un exemple, c'est une classique par rapport à Harry Potter qui est encore toujours beaucoup lu. Effectivement, on l'a en braille papier, les élèves apprécient beaucoup, on l'a en CD, etc. Et il est clair qu'ils ne vont pas mettre 6-7 classeurs simplement pour une histoire de Harry Potter dans leur cartable. Bien dans le micro, pour la transcription. Du coup, on peut leur fournir. Ils peuvent l'écouter en audio, certains prennent le papier, ils le lisent parce qu'on a pas mal d'élèves à l'internat, ils prennent qu'un classeur, ils le gardent une semaine, ils en prennent un autre la fois suivante. Donc toutes les formes sont possibles. Ils peuvent accéder, effectivement, on peut leur fournir certains livres en TXT pour mettre sur leur appareil braille. Donc il y a tous ces transferts-là qui se font. La difficulté aussi, c'est en termes de droit, parce qu'on ne peut pas accéder à tout. En tant que personne morale, l'établissement ne peut pas forcément avoir des livres en braille à un prix libraire traditionnel par rapport au prix du livre, ce qui fait que là, on est en train de travailler aussi pour avoir passé aussi sur Platon et d'autres systèmes, et que l'élève lui-même, et puis on est partenaire aussi, on travaille avec le CTRDV qui est à proximité de l'EREA René Pellet. Les élèves eux-mêmes ont aussi des certificats médicaux qui, dans leur milieu, leur permet aussi d'accéder à des bases de données pour obtenir de la littérature audio ou numérique, évidemment. Donc il y a tous ces réseaux-là aussi. Donc voilà, pour aller très vite. Merci beaucoup. Bon, on arrive à 10 minutes de la fin de cette première table ronde. On souhaitait évidemment laisser la parole au public pour poser des questions, parce que là, vous avez aussi cette chance peut-être de pouvoir interroger sur ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de choses de dites, mais il est possible que ça suscite quelques questions, et je pense qu'on doit pouvoir faire tourner un micro dans la salle. Quand vous prenez le micro, annoncez-vous, dites qui vous êtes et posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Morgane, je suis étudiante et je voulais juste savoir, vous parliez de braille numérique, il me semble, et je voulais savoir un peu comment ça fonctionne concrètement. Est-ce que c'est simplement juste de la lecture vocale ou c'est tout un autre système par rapport à les lettres, on va dire l'alphabet latin? Tu veux répondre, Karine? Alors, le braille numérique, en fait, Karine disait tout à l'heure, effectivement, que j'en ai une devant moi, c'est un dispositif qui va me permettre de faire monter et descendre des petits points. Donc, contrairement au braille papier, où les points vont être perforés dans la matière,
Là, en réalité, en fonction du fichier que je vais avoir à l'intérieur de la machine ou que je suis en train de lire parce que je suis connecté à un téléphone ou à un ordinateur en Bluetooth, par exemple, les points vont monter et descendre. Et donc, en fait, ce que nous, on appelle braille numérique, c'est juste cette technologie qui fait que, par un petit courant électrique, en fait, les points vont monter et descendre en fonction des lettres qui sont dans le fichier informatique. Et on distingue effectivement ces deux modalités. La modalité traditionnelle qui est le braille papier, tel qu'on l'a connu en gros jusqu'aux années 70, début des années 80, et cette nouvelle modalité, qui a donc déjà bientôt 50 ans, donc on est en capacité d'avoir des dispositifs électroniques qui permettent de faire monter et descendre des points, et donc on peut lire des fichiers avec. Donc c'est juste ça, c'est juste un transfert de support en fait. Je ne sais pas si ça vous éclaire un peu plus. Si, c'est bon. Merci. Je vous en prie. J'entends des bruits de pas, je vois que ça circule. Bonjour. J'imagine que d'autres questions arrivent. Oui, bonjour. Moi, je suis Marine Semichon. Parlez un peu plus fort. Oui, pardon. Je m'appelle Marine Semichon. En fait, j'ai longtemps, je me suis spécialisée longtemps dans l'accessibilité du cadre bâti. Et je suis architecte de formation. Aujourd'hui, je travaille comme illustratrice. Et en fait, comme j'ai rencontré pendant toute ma vie professionnelle avant j'ai des amis aussi en situation de handicap diverses. Pour moi, dans mon activité d'illustratrice, c'est important aussi de penser à l'image comme étant un support d'accessibilité aussi. Et donc ma question va peut-être être double là, s'adresser à vous qui êtes non-voyant et à Aurélie, c'est ça, qui est sourde. C'est comment, quand on traduit un livre par exemple, en braille, en audio, ou qu'on a ces images en support, sur un écran par exemple, on a la nécessité d'ajouter un texte alternatif. Pour des personnes qui ont déjà vu, je sais que ça peut présenter un intérêt, et comment est-ce qu'on en parle correctement? Moi, déjà, c'est une question que j'ai. Et puis, peut-être plus pour Aurélie, pardon, j'en profite pour poser deux questions. Pour les personnes sourdes qui peut-être ont eu des difficultés d'accès à l'écrit, d'apprentissage de l'écrit, comment l'image peut aider à comprendre, parce qu'on parle beaucoup du FALC, effectivement, qui s'adresse au départ à des personnes qui ont un handicap mental, des personnes illettrées, etc. Mais voilà, j'ai donc deux questions. Pardon. On peut peut-être proposer à Aurélie de répondre à la deuxième. Oui, merci. Et on prendra après. Fernando, tu peux reposer la question à Aurélie en lui faisant face, parce que la transcription n'a pas été exceptionnelle. Et l'interprétariat, peut-être, non? Alors, la question, je vais essayer de la reposer avec mes mots. La question qui a été posée, Aurélie, c'était comment l'image peut aider notamment une personne sourde à s'emparer d'un message quand en réalité la langue écrite, quand l'écrit n'est pas sa modalité de communication habituelle. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? J'ai un peu de mal à imaginer ce que vous voulez dire. Oui, pardon. Et puis en plus, ma question était très longue. Non, c'est... j'ai rencontré à plusieurs reprises des personnes sourdes qui avaient eu des difficultés pour accéder à l'apprentissage de l'écrit. Écriture, lecture, qui ont eu un parcours scolaire aussi qui s'est arrêté rapidement.
Et donc je me dis, l'image, c'est un outil qui peut être intéressant aussi, comme on trouve dans le Falk, pour accompagner l'écrit. Et donc, je connais la méthode Falk, mais je me demandais si, concernant la population sourde, il y a des besoins en particulier pour faire des images qui soient accessibles. Oui, c'est très clair. Je peux enfin répondre à votre question. Effectivement, beaucoup de sourds rencontrent des difficultés au niveau de la lecture. Pour eux, c'est un échec scolaire. Mais par de plus en plus des livres numériques comme Intude, INTOOD. Ça veut dire c'est une application créée par une personne sourde pour rendre accessible la lecture des livres pour que les personnes sourdes puissent regarder des images en même temps qu'ils peuvent regarder l'histoire en langue des signes. Et c'est tout récent. C'est pour ça que réfléchir comment utiliser de plus en plus, parce que les sourds ne sont pas toujours au courant des progrès numériques. C'est pour ça qu'il faut en parler dans les médias, dans les réseaux sociaux, pour qu'ils puissent avoir accès aux informations que peut proposer. Et que ça correspond à votre question. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. François, on peut peut-être te laisser répondre à la première question et puis on cédera par rapport à l'image et on cédera ensuite la parole à Cathy pour être dans les temps. Oui, effectivement, par rapport à l'image, alors là, c'est peut-être assez... vous compléterez, je pense. Là, on voit aussi une offre éditoriale qui évolue par rapport à l'image, par rapport aux documents, parce que je l'ai constaté, j'ai fait quelques commandes hier d'ailleurs, où on propose déjà des livres qui soient à la fois en relief, en agrandi, donc le texte noir agrandi avec une police de caractère plus importante que, j'allais dire, le 12 un peu classique ou le 11, et qui va aller jusqu'à 23, 24, 25, et qui sont en même temps en braille. Donc on a 3 niveaux, enfin, surtout l'écrit, et puis effectivement l'illustration. Donc ça a un intérêt pour partager entre élèves, pour partager entre enseignants qui sont braillistes ou pas braillistes, qui peuvent accompagner l'élève, pour partager une lecture, pour se mettre dans une ambiance collective de partage d'une œuvre. Donc ça, c'est très, très riche. On voit des évolutions, d'ailleurs. Moi, je le vois depuis le printemps dernier, où j'ai pu faire plus d'acquisitions de ce type de documents. Donc ça, c'est très, très bien. Pour le relief lui-même, où on va illustrer une scène, un moment, une forêt, etc., une ville, c'est la perception, j'allais dire, elle est plus subjective au regard de chacun, selon les habitudes qu'ils ont, le rapport tactile aux objets, le rapport tactile aux documents. Donc là, moi, je n'ai pas vraiment de réponse. J'ai constaté auprès de certains élèves que bon, ça ne leur disait pas grand-chose et qu'ils disaient « Ah oui, là, effectivement, c'est une statue. Là, c'est des arbres, je suis dans la forêt, etc. » Très intéressant. Mais moi, je suis très mal à l'aise par rapport à ça, parce que nous, l'objectivité de l'image en relief, pour parler du relief, est une grande question. Après, je ne sais plus, c'est un collègue, là, une application qui existe là, c'est vraiment par rapport à l'image. Je pense à l'image d'actualité ou par rapport. Il existe des applications qui vont décrire une image. Il y a, je sais pas, c'est grâce à l'IA. Bon, ça c'est encore un autre aspect, qui vont décrire l'image. On va dire entre guillemets, j'emploie le terme, sinon de manière objective, en tous les cas assez proche d'une description froide d'une image. Après, son interprétation, si c'est une image artistique, si c'est une image d'actualité, si
Là, c'est un autre débat. Mais pour ce qui est du dessin en relief, voilà, il y a des choses qui se passent, même sur l'offre, j'allais dire. Et puis, bien entendu, je pensais que j'ai complètement oublié. Je pensais à mes collègues de géographie ou de mathématiques, par rapport au braille, effectivement, par rapport à la géométrie, par rapport aux cartes, où là, il se passe énormément de choses, qu'on appelle le dessin en relief, où là, effectivement, il y a des enjeux considérables en termes de perception de l'information, et notamment, pour la maîtrise des mathématiques, c'est particulièrement fondamental. Alors, je propose qu'on s'en arrête là, parce qu'on est alors, vraiment 2 secondes, parce qu'on est hors délai déjà. 2 secondes et demie. Voilà. Je voulais insister sur le fait que pour les personnes, en tout cas non-voyantes de naissance comme moi, appréhender une image en 2D, c'est hyper difficile. En 3D, ça va, mais j'avoue qu'une image en relief, alors on va l'utiliser pas mal pour des plans. Vous qui êtes architecte, ça vous parle. Des plans de cheminement, des plans pour se déplacer à l'intérieur de quelque chose. Mais c'est vrai qu'on va effectivement, on va avoir beaucoup de mal. On va préférer les maquettes, par exemple, dans un musée, préférer toucher des maquettes plutôt que des représentations. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Fernando, de ça. La même chose. Mais voilà, l'image en relief, pour nous, c'est vraiment... Moi, vous me dessinez un rond, vous me demandez si c'est une pomme, une orange ou une cerise, j'en sais rien, quoi. Voilà. Eh ben, on va s'arrêter sur cette belle image qu'on va tous partager. Et justement, François, dans son propos, a parlé d'acquisition. C'est la transition parfaite, puisque la deuxième table ronde va parler d'acquisition. Je tiens vraiment à vous remercier pour ces témoignages, pour tout ce qui a été dit. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort, et à tout de suite.